Donc on va passer à Célestopol 1922. Donc Célestopol 1922, c'est un jeu qui est proposé par Entremonde Édition, que vous devez connaître très certainement pour Night, si vous faites un peu de jeu de rôle. Et là, en fait, ils ont adapté un roman en jeu de rôle, et le principe, donc, c'est que un peu avant 1922, le tsar de Russie va envoyer des gens sur la Lune. Il a les technologies pour, et il va créer une ville sur la Lune qui s'appelle Célestopol. Et le tsar est très puissant à travers le monde, et on va jouer des personnages là-bas dedans. On va lire un peu le résumé, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a attiré, c'est le côté un peu Bioshock au niveau de la charte graphique. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà la bête. Donc Célestopol tel que je l'ai reçu tout à l'heure, donc financé en avril 2024 si je dis pas de bêtises, reçu donc octobre 2025. Je crois pas qu'il y ait de retard hein, sur les livraisons. Vous allez juste avoir du coup une chose qui a été précisée par Entremonde Édition, qui fait très bien son boulot. Il est possible que dans votre pack, il y ait des éléments qui avaient été débloqués dans les bonus qui ne sont pas présents. Auquel cas, je crois que c'est une erreur du transporteur. Il ne faut pas hésiter à contacter Entremonde Édition qui vous les renverront évidemment. Donc, ce qu'on avait débloqué quand l'objectif a été financé. Alors, il fallait 10 000 € pour financer l'objectif. Ensuite, à 12 500 €, il y a une nouvelle inédite par Emmanuel Chastelière, donc je suppose qu'il est le créateur de l'univers de ce livre. Ensuite, il y a un tarot illustré qui nous était fourni à tous les souscripteurs à 15 000 €. Enfin, tous les souscripteurs à partir de l'offre Deluxe et Selenium. Enfin, un scénario supplémentaire à 17 000 €. À 20 000 €, une carte grand format de Célestopol dessinée par l'illustrateur Olivier Sanfilippo, que vous connaissez peut-être puisqu'il est l'auteur du super jeu L'Empire des Cerisiers, qu'il m'a dédicacé d'ailleurs. Olivier, si tu passes par là, merci à toi. À 25 000 €, un scénario supplémentaire par Pierre Copé. Enfin, 30 000 € de la Lune. Donc là, c'est peut-être ce qu'il manque. Hein. Je vais reprendre le message qu'ils ont envoyé pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. Si, comme moi, vous avez pris tout ça. Alors, tac, tac, tac. Je reprends. Célestopol. Questions et soucis de livraison. Voilà. Moi, ils me l'ont même envoyé avant que je reçoive. Alors, ils disent, il est possible qu'il vous manque certains éléments, notamment les dés, qui semblent ne pas avoir été inclus dans plusieurs colis. Aucun souci si c'est votre cas. Envoyez-nous simplement un petit mail à Entremonde Édition. Concernant les recueils de nouvelles, comme indiqué, ils ont été expédiés en juin dernier par l'homme sans nom. Là encore, si vous ne les avez pas reçus, contactez-nous par mail. Et voilà. Donc voilà, super info qui moi m'a été transmise avant même que je reçoive le pledge, donc aucune inquiétude, et de toute façon leur boulot toujours un super suivi. Étui pour la gamme Off Deluxe, des dorures sur les couvertures, donc ça on l'a débloqué aussi. Et nous n'avons pas débloqué malheureusement une présentation narrée par un comédien de doublage et les livrets de joueurs, donc que vous ne retrouverez pas dedans. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Pour l'offre en question, pour que vous situez un petit peu, moi j'avais pris le pack Deluxe à 119 €. Dedans il y a le livre de base, l'écran du meneur de jeu, la campagne, un jeu de 22 cartes de tarot, la carte de la cité par Olivier Sanfilippo, les dés de la lune qui n'ont pas l'air d'être dans le colis, l'étui de luxe et 5 livrets de joueurs et de factions, 5 livrets de personnages et pré-tirés. Mais comme on l'a dit, ces contreparties-là n'ont pas été débloqués lors du financement. Voilà, je crois que vous savez tout. Allez, on va ouvrir tout ça. Et ça a l'air de toute beauté. Là, non, c'est que je parle pas trop. Alors après, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. J'arrive à le décoller. Là, on peut dire que c'est bien emballé. Cette fois-ci, c'est un jeu qui est français. Tout à l'heure, c'était un jeu italien. Noël avant l'heure.
C'est parti. Carte de tarot du plus bel effet. Gaël Morin pour les... J'espère que ça va pas spoiler des choses sur des PNJ. Je vous dis en même temps. C'est impossible qu'il y ait un chat qui s'invite pendant ce... avec. Carte. On va retrouver un tarot classique. Je suppose, c'est souvent le cas avec Entremonde d'édition, en tout cas c'était le cas pour Night, ils vont nous mettre un système de création de personnages qui peut avoir une base aléatoire, optionnelle, hein, pour ceux qui n'aiment pas l'aléatoire, c'est pas... Ça, je vous en reparlerai quand j'aurai... Autant Villeborn, j'ai pu prendre le temps, autant là, Célestopol 1922, en même temps que vous. N'ai pas regardé les PDF parce que j'ai imprimé personnage pendant une partie rapidement. Pour le coup, ça donne vraiment... C'est sympa. L'âme principale. Hop. Là, les tuiles, vraiment chouette. Carte aussi. Il y a... Même en tant que... On verra si dans le système, en plus de la création de personnages, les cartes ont important. Dans Night, j'insiste. Il y a aussi... pour ceux qui ne connaissent pas Night, je l'ai juste là à côté, puisqu'on continue la campagne samedi. Hop, voici la bête pour ceux qui connaissent pas. J'avais eu l'occasion de rencontrer du coup l'auteur du jeu Cannes et merci d'entrer dans l'histoire à toi. Que la lumière guide c'est Cabillo, un colline perdure par d'espoir. Ça semble pas écrit de pas forcément, je connais pas le jeu. Mais l'avantage d'un écran, c'est que ça permet de donner aux joueurs un petit peu le temps d'avoir des choses. Ah oui, donc ça doit être certainement personnage prêté. J'aime bien le... D'accord. Voilà, ah oui, c'est des personnages pré-tirés du coup. Âme, corps, cœur, esprit.
Il a l'air d'avoir un système de factions, vraiment beaucoup de factions. C'est un jeu qui est même à la San, pardon. Ouais, il y a vraiment des dessins. Waouh! Ça me fait penser un petit peu à l'Atlantique. Ah bah oui, clairement. Vraiment une esthétique de voyage au centre de la Terre. Là, ça fait très Jules Verne. Travailleuse aussi. Ah, les illus sont vraiment chouettes. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très très cool. Villeborn était sympa aussi. Ah oui, très très beau. Super travail encore une fois. Super travail de direction artistique. Tout est cohérent. Et là, ça doit être la fameuse carte, certainement, par Olivier Sanphilippe. Carte, rappelons-le, et réalise à la main. Superbe carte avec les références bas à gauche. La ville qui a l'air d'être du coup dans les nuages. Ah, c'est chouette. Très très chouette. Qui a l'air d'être dans les nuages ou dans une sorte d'eau. On voit en tout cas qu'il y a la lune tout autour avec des cratères. Donc on en apprendra un peu plus sur le monde. C'est vraiment très très chouette. Vous la voyez mieux, elle est très très grande la carte. On est sur un format... c'est un peu plus que du format A3 d'ailleurs. C'est très chouette. Je suis désolé, il y a les reflets de la lumière. On voit pas des masses non plus. Mais c'est beau. Hein. Archipel des 4. Ok. On prendra le temps de zioter tout ça. Ça, je pense que ça doit être juste... Ouais, c'est juste pour dire, voilà, vous avez acheté ce... Ok. On va regarder l'écran en détail. Ça, on va... Salut, nounou! Vous pouvez tout emballer et tout ressortir juste pour moi. Et non, malheureusement. Mais par contre, tu pourras la voir sur YouTube. Donc voilà l'écran. Alors ça fait très toit parisien, mais non, on voit quand même qu'il y a des architectures qui rappellent justement Pétersbourg. Ah, là c'est pareil, ça va être très beau. Hop, on va essayer d'ouvrir mes côtés. S'apprête à... Alors pour information, Célestopol, donc c'est une cité qui est située sur la Lune, qui a été créée par le Tsar. Ça se déroule en 1922. À l'origine, donc c'est un univers français, c'est un roman. Et le Tsar a réussi, grâce à une nouvelle technologie, donc ça fait très Bioshock, à balancer des gens, des élus, une sorte d'élite quoi, à Célestopol. Mais une élite qui va être aussi accompagnée par des gens à tout faire, parce que ces élites, il faut bien qu'ils aient leurs domestiques, etc. Et là, on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, qu'il y a une espèce de dôme, donc on suppose que c'est là où ça garde l'oxygène, et le tout a l'air d'être protégé, où il y a des veilleurs, en tout cas mécaniques. Donc l'univers a l'air vraiment très sympa. Après, ça s'adresse plutôt aux meneurs de jeu. Pas ce qu'on va y retrouver. Tenter une action, puiser dans ses ressources, test de résistance, domaine de spécialisation, modificateur, entraide. Ça, encore une fois, je pourrais pas vous le commenter, je ne connais pas du tout c'est du jeu, contrairement à Villeborn. Mais je reviendrai vers vous quand j'aurai regardé tout ça. Alors, on a un système de combat, ordre d'initiative, combat à distance, attributs. Encore une fois, moi j'aime beaucoup le système de Knight, donc on pourra voir si c'est un système qui se rapproche à l'usage. Et de la lune, donc c'est des dés spécifiques qui sont, je crois, des D8, ouais c'est ça. Nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, T, dernier quartier, dernier croissant, pleine lune. Donc on a bien 8. A priori, si on fait 1-2, donc il faut faire le plus bas possible, on triomphe, alors que 7-8, c'est plutôt une catastrophe. Les blessures, la récupération et un système de destin, un système de spleen. Donc je me demande à quoi ça correspond. Le hors-fiction. Un PJ passe en hors-fiction s'il reçoit une blessure dramatique et tient trop de séquelles dramatiques. Un PJ sort d'un hors-fiction en vidant sa jauge de destin, ne fonctionne que si elle est pleine.
Pour l'instant, c'est très abstrait, tout ça, ça me parle pas, mais on verra plus tard. Et ouais, l'écran est chou. Alors, on arrive au gros du gros, donc l'étui avec la campagne et le livre principal. Donc, vous pouvez voir que moi je fais partie des gens qui n'ont pas reçu les dés et la nouvelle, mais on y reviendra plus tard. Est-ce que je... On va essayer d'ouvrir tout ça. En tout cas, je sens déjà qu'il y a du relief, il y a vraiment un super travail de maquette. En termes de DA, c'est chouette. Et quand on regarde les fonds qu'ils ont récoltés, un peu plus de 35 000 euros, je crois, par rapport au nombre de souscripteurs, je suis même pas sûr qu'ils tombent dans leurs frais. Il faut vraiment savoir que le domaine du jeu de rôle, en édition, c'est un des domaines les plus coûteux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, les textes, les maquettes, les scénarios, les illustrateurs, après l'imprimeur, distributeur, etc. C'est vraiment un des domaines littéraires où ça coûte le plus cher de produire les livres, et c'est très difficile d'en vendre beaucoup, parce que en fait le maître du jeu, à partir du moment où il a les livres, les joueurs n'ont pas forcément besoin de les acheter. Donc c'est un médium qui est assez ingrat, tant plus méritant de la part d'Entremonde Édition. Ouais, l'édition est chouette. Hein. Et ça fait vraiment très 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 Bioshock. Ouais, c'est plaisant à tenir en main. Très très chaud. On va regarder la bête. Boîtier, on le met de côté. Alors, Célestopol 1922, livre de base. Donc ça doit être le livre de campagne. Les braises de Prométhée. Campagne pour Célestopol 1922. Alors, je vais pas le feuilleter, celui-ci, parce que s'il y a des informations compromettantes que des MJ n'ont pas envie que leurs joueurs voient, je vais pas faire de spoil. Peut-être qu'à l'occasion, on se fera une soirée spéciale spoil et puis on regardera d'un peu plus près, mais pour l'instant, vu que je connais pas les mécaniques, vous n'avez que la couverture. Ensuite, on passe au livre de base. Celui-ci, on va pouvoir se permettre de regarder un peu plus ce qu'il se passe dedans. Donc, encore une fois, les illus sont chouettes, hein, c'est très très chouette. C'est marrant, il y a un petit côté Moyen-Orient, je trouve, en plus marqué avec ces espèces de fumée qui partent. Ça me fait beaucoup penser au jeu de rôle Capharnaüm. Ça fait plaisir de voir des beaux livres. Tu peux nous montrer quand même s'il y a des artworks à l'intérieur? Je peux vous montrer ça, oui. Je vais regarder le feuilleter rapidement. Quand on passe sur des gros tableaux avec des révélations ou des scènes où il y a des personnages qui sont importants pour l'histoire. Ouais, je pense qu'en passant vite, ça doit pouvoir se faire. Allez, on regarde rapidement. Il y a l'air d'avoir des PNJ à droite à gauche, des décors. Ça m'a l'air d'être surtout beaucoup de texte. Des textes, des tableaux. Bon, on retrouve quand même des PNJ. Par contre, c'est tout en couleur. Il y a vraiment un effort de mise en page, de clarté. Ouais, cette charte graphique me fait vraiment penser à du Bioshock. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'illustrations sur celui-ci. Quand même quelques PNJ. Ah, quand je vous disais des persos qui sont, à mon avis, ils sont pas des nobles, quoi. Imaginez des révoltes, ouais, c'est là. Ah, personnage mécanique. Quand même quelques décors. Bon, ça me fait penser à Arcane. Encore une fois, à la base, c'est un roman. Je pense que l'univers doit être assez riche. Franchement, ça donne envie de voir le roman. Je sais pas si le roman, d'ailleurs, il est dans les packs possibles. À voir. Alors, voyons cette fois-ci le livre de base. Oh punaise, il pèse quand même. Ah, il est super beau. Encore une fois, c'est tout en relief. Qu'est-ce que ça nous dit? Sur la Lune, la coupole de Célestopol resplendit. Fleuron de l'Empire russe, la cité incarne à la fois la magnificence et la démesure. Dirigée par un duc ambitieux, extravagant, mécène des sciences et des arts,
Elle oppose à la terre, fatiguée de décennies de guerre, l'éclat de ses salons fastueux, le poissonnement de sa culture et l'audace de ses avancées technologiques. Née de la découverte du sélénium, minerai aux propriétés presque surnaturelles, la ville fut bâtie au XIXe siècle sur le sol lunaire. Miracle technologique, automates intelligents, machines élégantes aux reflets d'or, tout ici respire la puissance slave et le raffinement art déco. Mais derrière les façades monumentales et les bals luxueux, enflent les convoitises. Dans l'ombre se préparent les grandes puissances rivales, les factions occultes et même le duc Nikolai, prêt à défier sa mère, la tsarine, conserver son emprise sur la cité. Dans ce décor unique, les joueurs incarnent des personnages hors du commun, marqués par d'étranges anomalies. Ils ne représentent pas de simples témoins. Leurs choix, leurs alliances et leurs échecs façonneront l'avenir de Célestopol. Ici, leur importance ne dépend que d'eux, et leur existence est inscrite au cœur même de l'histoire. Seront-ils assez dramatiques ou assez remarquables pour y rester? Seront-ils dignes d'être des protagonistes? Célestopol 1922, le jeu de rôle, adaptation officielle des nouvelles d'Emmanuel Chastelière, repose sur les systèmes Anomalie, simple et centré sur la narration et le roleplay. Il utilise pour ses résolutions 2 dés à 8 faces ainsi qu'un troisième, le dé de la lune, qui viendra insuffler une touche d'imprévu à vos aventures. Voilà pour le synopsis. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Ensemble. Alors, on retrouve la carte de Olivier Sanfilippo, mais cette fois dans une taille facilement appréhendable. On voit les cratères de la Lune, encore une fois. On suppose le dôme autour qui doit préserver l'oxygène et permettre aux êtres humains de... Je m'explique pas trop les espèces de vapeurs là qu'on va retrouver tout et pour tout dans la ville. Où est-ce que ça vient? Pourquoi il y a cette vapeur qui circule? Parce qu'on voit bien que c'est présenté comme des canaux avec des ponts. Donc il y a un petit côté Venise aussi. Alors là, on a niveau de l'auteur des nouvelles. Hop, extrait. Ça a l'air d'être un livre aussi d'écriture. Là, on a un peu plus des illustrations. Ah, des bateaux qui font un peu baleine. Ah, ça, c'est très, très Bioshock. Et vraiment, j'aime beaucoup la DA. Oh, c'est joli ça aussi. Bel effet de lumière avec ces fameuses vapeurs. Qu'est-ce qui se passe au fond? Là, j'aime bien l'ambiance. Ça fait très. Je sais pas si vous voyez bien. Dommage, il y a un peu les reflets de la. Là, vous verrez. Pas trop. Il y a vraiment un chouette, chouette travail des lumières. Là, tout de suite, ça pourrait faire Jack l'Éventreur. Ah mince, j'ai raté. Il y a dîner mondain, ça fait très Gatsby. Ah, ça fait un peu plus Métropolis, mais pas forcément Art déco. Avec la planète Terre derrière. Chouette. Aussi, c'est très très sympa. Il y a des mendiants dans cette... se passe pas pour le mieux. Là, à mon avis, pour retourner sur Terre, c'est complexe. On va regarder quand même un petit peu le sommaire pour voir comment est structuré le livre. Qu'est-ce qu'on a... À quoi faut s'attendre? Ah voilà, générateur aléatoire d'accroche de scénario. Donc on retrouve nos cartes du tarot là qui étaient là. Donc il y a 21 lames. Ah non, 22 avec le fou. Donc, je disais, il y en a bien 22. Et le fou n'est pas noté. Les personnages prêts à jouer qu'on a retrouvés tout à l'heure dans notre kit avec l'écran. Donc ça c'est très bien. Ça va, on voit bien. Bon. Ah, les DA sont sympas. Hein. Hop, célébrité. Ok. Là, on va nous parler de personnages qui sont connus. Ajax. Pense Aberline. Et Gloriana Fyodorovna Romanova. C'est pas facile à dire. Ah, il y a l'air d'avoir des animaux penseurs. Pour le coup, ça me fait penser un peu à Bioméga, qui est un manga par le même auteur que Blame. Il y a vraiment des illus qui... Je dis pas qu'il y en a d'autres qui sont pas bien, mais à titre de comparaison, forcément, il y en a qui, moi, me parlent plus. Les ambiances sont réussies quand même. C'est vraiment un bel ouvrage. Hein.
Vraiment penser à, encore une fois, du Bioshock. Et... Bon, très très chouette. Allez, on va décortiquer un petit peu le livre. Ce sera la fin de notre unboxing jeu de rôle. Donc ça, c'est la fiche de personnage. Double page. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'informations à gérer. Alors, comment c'est fichu tout ça? Hop! Ah, c'est chouette, le sommaire, il est d'un seul côté. Alors, si je reprends ça, de 1840 à nos jours, donc on va nous expliquer le contexte, la Russie, la conquête de la Lune, Sélastopol, brève chronologie, donc la cité a quand même 72 ans, elle a eu le temps de se faire. Ça veut dire que la progression technologique, là, elle a débuté vers 1840. Alors, guide du voyageur, se rendre à Sélastopol, merveille de l'Empire, répartition de se loger, se déplacer, se soigner, sortir et se divertir, maintien de l'ordre, rôle et pouvoir du duc, un système judiciaire, éducation, religion, le sélénium et ses merveilles, l'économie, la diplomatie, les anomalies, l'excursion dans les environs de la... Vraiment pas mal de choses. Le monde en 1922. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, la diplomatie internationale, les années folles, histoire des automates. C'est très bien, hein. Vraiment toute la première partie est axée sur comment fonctionne l'univers, comment on y vit, comment on se déploie à l'intérieur, comment en fait on va s'imprégner de choses. Donc ça fait quand même presque une centaine de pages sur la compréhension de l'univers. C'est pas déconnant pour un livre qui est quand même généreux, qui en fait 300. Donc un tiers du livre est consacré à la compréhension de l'univers. Ensuite, on va avoir la page 94 à 130, le système de jeu. Ok, donc on a à peu près 35 pages d'explication de règles. Là, il faudra voir comment c'est fichu, comment ça marche. Avant-propos, les protagonistes, aspect blessure, attributs, destin, spleen, anomalie, création de personnage, faction, règles, ok. Très bien, les combats, le tarot, donc le tarot a toujours une importance. Célébrité sélénite éthérienne, donc ça doit être les principaux antagonistes. On rajoute à ça la présence des factions, ok. Là, en gros, qu'est-ce qui va générer des aventures? Et enfin, là, on a l'air vraiment de détailler qu'est-ce qui constitue Sélastopol, donc les lieux principaux. Donc on a une première partie qui est plutôt axée sur, on va dire, la politique internationale et l'univers de jeu. Une partie qui est axée sur le système, une partie développement des personnages importants et des factions, et une partie les lieux importants dans Sélastopol. Donc là, ça c'est vraiment pour donner à la ville. Enfin, oh, c'est pas déconnant, de la page 214 à 285, 302 grosso modo, des scénarios. 1, 2, 3, 4, 5 gros scénarios qui vont permettre donc de commencer à dégrossir le jeu pour faire vivre des aventures aux personnages. Et si ça plaît à vos joueurs, et ben dans ce cas-là, on peut attaquer la campagne qui a l'air beaucoup plus lumineuse. Alors moi, je serais quand même intéressé par un point de règle, c'est les anomalies. On a parlé d'anomalies, et vu qu'on nous dit qu'on joue des personnages qui ont des anomalies, même sans forcément de contexte, bon, on a compris que c'est une cité qui a été créée par la Tsarine, ou en tout cas la Russie. Ils ont conquis l'une grâce à un nouveau minerai, et nous, ce qui nous intéresse là, c'est les anomalies. Pourquoi les personnages joueurs sont des personnages spéciaux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de différent du commun des mortels? On aurait pu jouer le commun des mortels, mais là on nous parle d'anomalies. A l'instar des créatures issues du folklore russe et des autres cultures implantées à Sélastopol, les anomalies, qu'elles soient humaines, architecturales ou matérielles, sont perçues par la plupart des gens comme des légendes urbaines suscitant une curiosité amusée. Elles sont d'ailleurs souvent attribuées aux volutes de sélénium. Ah bah ça doit être ça la fumée qu'on voit. Qui émerveille et déroute la population participant à l'ambiance enchanteresse de la ville. En réalité, ces anomalies de toute nature demeurent assez rares. Leur existence extraordinaire est souvent rendue ordinaire par un biais cognitif courant qui veut que l'on cherche une explication logique à un phénomène qui ne l'est pas. Ainsi, un objet déplacé par télékinésie sera perçu en train de tomber ou d'être lancé. Erreur de carte possédant le pouvoir du tarot divinatoire comme un charlatan, suggestion comme un manque de vigilance passager, etc. Donc ça fait un peu penser aux produits que s'injectait notre personnage dans Bioshock. Ça lui apportait des pouvoirs là. Ils appelaient ça comment? Des stimulants, des fortifiants. L'émergence des premières anomalies remonte à la fondation de la cité, alors que l'exploitation du sélénium connaissait un essor phénoménal. Le terme même d'anomalie est d'ailleurs contemporain de cette période.
Pour le grand public, le lien entre anomalie et sélénium a plusieurs fois été émis. Aucune théorie était, aucune enquête sérieuse n'a prouvé quoi que ce soit allant dans ce. En général, tout témoignage mentionnant une anomalie est qualifié de sornette, de folie, voire d'élucubration alcoolique ou de drogué. Rares sont ceux qui savent que les anomalies sont bien réelles et que le sélénium a un lien étroit avec leur nature. Toutes les anomalies partagent en tout cas un point commun, l'étrange. La réalité devient merveilleuse et magique, les lois de la physique sont déformées. En un mot, l'impossible est rendu possible. Une anomalie constitue une exception par rapport à la norme. L'intrusion d'un élément singulier, bizarre dans l'existence. L'Église se positionne de manière ambivalente vis-à-vis de ces anomalies. D'un côté, elle a déjà par le passé usé d'anomalies pour légitimer ou renforcer son culte, considérant comme des miracles. D'un autre, elle nourrit une certaine tendance à stigmatiser l'étrange et donc, à minima, à pointer du doigt les manifestations de ce type. On peut partir du postulat que si elle ne contrôle pas l'anomalie, elle le voit comme la sorcière. Si c'est elle qui contrôle l'anomalie, là c'est du sacré et ça sert le culte. Une anomalie est toujours unique, ainsi des personnages possédant les mêmes pouvoirs ne vont pas en faire le même usage, avec la même intensité, et donc impossible pour une anomalie humaine de ressentir la présence d'une autre anomalie. De cette manière, deux personnes anomaliques peuvent se côtoyer pendant des années sans jamais découvrir leurs spécificités respectives, autrement que par une démonstration ou une conversation. Ok, donc il y aura peut-être des infos que les joueurs n'auront pas accès, mais en tout cas ce qui est accessible aux joueurs, parce que c'est la partie création, enfin la partie connaissance globale du monde, c'est-à-dire le premier chapitre, on nous explique ce que c'est qu'une anomalie dans l'état général. Donc, je suppose qu'on va avoir une liste de pouvoirs qui vont pouvoir être gérés par les personnages. Si je regarde les anomalies cette fois-ci dans le système de jeu, page 106, alors que là elles étaient page 67, là on est dans le système. Donc ça c'est ce que les joueurs vont pouvoir faire, donc c'est toujours pareil, on n'est pas dans une partie réservée aux meneurs du jeu. Alors les anomalies pour les joueurs. Chacune des 8 anomalies offre au protagoniste des capacités surnaturelles. Ces capacités découlent d'une affinité particulière avec le sélénium. Elles ne sont pas seulement cantonnées au protagoniste, cependant elles restent exceptionnelles pour les PNJ. Un protagoniste ne peut avoir qu'une seule anomalie choisie à la création. Plusieurs joueurs peuvent opter pour la même anomalie. Le niveau de cette faculté peut évoluer de 1 à 4, représentant le nombre de fois qu'elle peut être utilisée lors d'un même scénario. Si le niveau est suffisant, la faculté peut être utilisée plusieurs fois pour un seul et même test. Exemple, Irina possède l'anomalie communication avec les morts à 2. Lors de sa tentative pour ouvrir la porte d'un laboratoire secret en la crochetant, elle obtient un échec à son test merveilleux technologique. Le joueur incarnant Irina choisit d'utiliser son anomalie une première fois pour relancer les dés, expliquant qu'une voix de l'au-delà lui décrit comment ouvrir la porte. Malheureusement, ce second test est à nouveau raté. Le joueur peut alors choisir d'en rester là et de laisser Irina dans l'échec. Il conserve alors la possibilité de faire appel à la communion avec les morts le plus tard au cours du scénario. Il peut également choisir de recourir immédiatement à la seconde utilisation de son pour peut-être permettre à Irina de crocheter la porte. Dans ce dernier cas, Irina ne pourra plus faire appel à son anomalie pour le reste du scénario en cours. Ok, donc on a de l'entropie, communier avec les morts, illusion, suggestion, tarot divinatoire, télékinésie, télépathie, voyage astral. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pour ça que c'est un dé à 8 faces, donc on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Entropie. Au cours d'un même scénario, le protagoniste gagne la possibilité de relancer le dé de la lune un nombre de fois égal à son niveau d'anomalie et de conserver le résultat qu'il préfère. Cette faculté ne fonctionne pas pour les tests de chance. Le personnage peut influencer sur le hasard de manière mineure. Avoir une bonne main en jouant au poker à la distribution, voir le feu passer au vert en tournant au coin de la rue. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui serait intéressant? Tarot divinatoire. Au cours d'un même scénario, lors d'un test d'une spécialisation de cœur, le personnage gagne la possibilité de relancer les 2d8 un nombre de fois égal à son niveau de l'anomalie, mais doit conserver le dernier résultat. En tirant les cartes, un personnage peut apprendre une information sur une personne concernant son passé, son présent ou son futur. L'information reste soumise à interprétation. Par exemple, deviner où sera sa cible le lendemain, connaître l'histoire d'un voisin. Ok, donc c'est des choses qui sont assez subtiles finalement. Quand même curieux pour le voyage astral. L'esprit du personnage quitte son enveloppe corporelle, se déplace de 8 mètres par tour pendant 4 tours, dans n'importe quelle direction. De cette manière, l'esprit est invisible et peut ignorer tous les obstacles. Ses sens restent toutefois les mêmes. Accéder au toit d'une maison ou aller en repérage dans la pièce voisine, voir sur quelle distance un éboulis bloque le passage à un tunnel, s'il y a des survivants. Donc ça implique qu'on peut passer à travers la matière. Au cours d'un même scénario, blablabla, ok.
Ok, bah c'est intéressant. En vrai, je pense qu'il y a du potentiel. Mais ça ne sert à rien que je tergiverse des heures sur le jeu, puisque pour le moment, je ne le connais pas. Donc ça, ce sera tout pour aujourd'hui sur notre unboxing. Je vais mettre le replay de cette vidéo et elle sera aussi disponible, je pense, sur YouTube pour vous montrer un petit peu les deux jeux. Ce sera très certainement deux vidéos différentes, comme ça elles seront plus digestes en termes de longueur. Évidemment, tout le blabla qu'il n'y a pas non plus. Impeccable. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir suivi. À une prochaine. Ciao.